Bonjour à tous et bienvenue pour notre webinaire sur le marché de l'immobilier résidentiel. Avec cette grande question où on va essayer de répondre, comment envisager le marché immobilier de demain. Alors, je serai accompagné aujourd'hui de Sandrine et Yorick. Bonjour Sandrine. Bonjour. Donc, vous êtes directrice de la communication du réseau Vous Financez. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur le réseau Vous Financez? Tout à fait. Donc, Vous Financez, on est un réseau de 200 agences de courtage en crédit dans toute la France. Donc, on est des facilitateurs de crédit. On aide tous ceux qui veulent acheter à obtenir leur crédit dans les meilleures conditions. Merci. Et Yorick, on ne va pas se vous voyez, parce qu'a priori on travaille ensemble. Donc, tu Salut es Thomas. conseiller chez Meilleurs Agents. C'est ça, voilà, je suis conseiller en immobilier au sein du service transactions chez Meilleurs Agents. Et donc, j'accompagne au quotidien des propriétaires dans leurs projets de vente. Voilà. Voilà, et donc tous les trois, on vous a préparé un super menu pour aujourd'hui en 3 points. Le premier, où on reviendra rapidement sur les effets de la crise sanitaire sur le marché de l'immobilier et les premiers impacts que l'on commence à voir, notamment dans les prix de l'immobilier. Ensuite, nous discuterons sur les différentes évolutions quand on regarde les fondamentaux du marché en termes de crédit et d'emploi, en essayant d'avoir des clés de lecture sur la manière dont le marché va évoluer dans les prochains mois. Et on terminera par nos perspectives et nos conseils pour réaliser votre projet immobilier dans ce marché qui est évidemment particulier. Alors, les premiers signes d'un ralentissement. C'est clair que sur les 5 dernières années, le marché de l'immobilier français, les grandes villes de France en tête, étaient extrêmement dynamiques. On avait un marché de l'immobilier qui augmentait ces 5 dernières années. On racontait à peu près toujours ces choses-là depuis 5 ans. Et c'était notamment porté par les grandes villes économiquement attractives. Si on regarde ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois, on a encore ce dynamisme assez fort avec les 10 grandes villes de France qui ont augmenté de 5%. D'un point de vue général, en France, les prix ont augmenté de l'ordre de presque 2%. Donc, un marché globalement haussier. Mais ça cache évidemment une certaine réalité, un certain ralentissement depuis la crise sanitaire et depuis le confinement, où les prix ont arrêté d'augmenter. On est très loin d'un effondrement de prix, évidemment, mais on n'est plus du tout sur la même dynamique avec des prix qui se stabilisent un peu partout. Depuis le 15 mars 2020, les prix dans le top 10 dans les 10 plus grandes villes de France ont augmenté de 0,7%. On est très loin de ce qui s'était passé avant. Et même à Paris, où les prix ont légèrement baissé de 0,4%, c'est vraiment très léger, c'est vraiment une grande stabilité. Donc, première chose à retenir, un arrêt dans la hausse des prix depuis la crise sanitaire et depuis le confinement, et qui est particulièrement visible dans les grandes villes de France. Voilà, quelques exemples, on ne va pas les passer tout en revue, mais des villes qui performaient très fort, Paris à 5% entre septembre et mars, qui baisse légèrement, une ville comme Lille qui performait aussi très fort, presque 6% de septembre à mars, qui aujourd'hui ne bouge plus, ou encore Nantes et Rennes, etc. Vraiment toutes les villes dont on parlait beaucoup ces dernières années, qui étaient un peu les stars à chaque fois des années précédentes avec des augmentations de prix très fortes. On était sur cette lancée-là pour 2020 et ça a été vite interrompu. Et Paris, on avait évoqué les 10 000 euros l'été dernier. Paris avait franchi le seuil historique des 10 000 euros l'été dernier. Paris c'est très vite, on a très vite oublié ces 10 000 euros et on regardait la prochaine barre qui était les 11 000. Si Paris avait continué sur la tendance depuis septembre 2019, on aurait dû atteindre les 11 000 euros dès cet été. Et aujourd'hui, ils paraissent vraiment bien loin tant les prix ne bougent plus depuis le confinement. Alors ça, c'est pour un retour, on va dire, un peu chiffré de ce qui s'est passé avec le confinement. La question qu'on a tous en tête, c'est où est-ce qu'on va finalement et comment va évoluer ce marché immobilier. Il est certain que la crise sanitaire a eu et va avoir des impacts majeurs sur les fondamentaux du marché. Fondamentaux au titre à la fois du crédit et notamment de comment est-ce que les banques vont se comporter, est-ce qu'ils vont continuer à jouer leur rôle de financeurs. Et deuxième élément très important, l'emploi, puisque si l'emploi va mal, derrière, c'est l'accès au crédit et l'ensemble de la chaîne immobilière qui marche mal. L'histoire
à la fois française, européenne et même ce qui se passe, on va dire, outre-Atlantique, montrent qu'à chaque fois que ces fondamentaux-là ne fonctionnent pas, c'est l'ensemble de la chaîne immobilière qui se complique. Et qu'est-ce qui nous fait peur en ce moment? Qu'est-ce qui nous fait peur? C'est vraiment les prévisions autour du chômage. Avec ce graphique, la courbe bleue sur le passé montre la baisse du chômage sur les 5-6 dernières années, et c'était un des moteurs du marché notamment. C'est avec les taux, on en parlera un peu après, mais c'était un des moteurs du marché de ces dernières années. Ce qui nous fait peur, c'est les prévisions que fait la Banque de France avec une hausse du chômage de l'ordre qui pourrait atteindre jusqu'à 12% à la mi-2021 pour redescendre à 10% en 2022. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce spectre de la hausse du chômage ne serait pas forcément une très bonne nouvelle pour le marché de l'immobilier, puisque exclurait du marché un grand nombre de Français. Alors évidemment, cette hausse du chômage, elle n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire français. Il y a des territoires qui sont mieux armés que d'autres, compte tenu on va dire, leur économie locale. Et c'est pour essayer de distinguer ça. Alors je suis navré pour le graphe, c'est sans doute le moins lisible de l'ensemble de ce webinaire, mais sur ce graphe, on a essayé de cartographier les 50 grandes villes de France et de faire plusieurs catégories. Sur l'axe horizontal, on va retrouver déjà une augmentation du nombre de chômeurs entre février et juillet, donc l'impact très net de la crise sanitaire. Et sur l'axe vertical, on va retrouver les villes qui sont encore aujourd'hui un peu à l'arrêt, avec un nombre de salariés important au chômage partiel. Donc là, il y a plusieurs groupes qui se distinguent, 3 en particulier, avec un groupe un peu isolé en haut à droite de cette carte, des villes comme Nice et Cannes, qui sont des villes où la crise sanitaire a provoqué un nombre d'arrêts de contrats assez important de personnes qui travaillent dans le tourisme. Et donc, c'est une augmentation du chômage de l'ordre de 5 points. Et avec une économie qui est encore beaucoup au chômage partiel, et donc une économie qui est encore extrêmement risquée, encore une fois, de par la particularité de ces villes-là où les économies sont portées par le tourisme. Ensuite, vous avez une part de villes ici qui ont déjà aussi pas mal souffert, avec une augmentation du taux de chômage de l'ordre de 3 points, puisque on va retrouver des villes assez industrielles avec des taux de chômage qui étaient déjà assez importants et qui, du coup, on voit bien qu'avec cette crise sanitaire et la destruction d'emplois qui suit, ont déjà pas mal souffert de la crise, et donc ça ne va pas favoriser la demande dans ces villes-là. Et ensuite, les villes en bleu ici, qui sont des villes qui n'ont pas encore beaucoup souffert, on n'a pas beaucoup de taux de chômage, d'augmentation de taux de chômage qui va être important, mais le point négatif, c'est que vous avez une part non négligeable aujourd'hui de ces salariés dans ces villes-là qui sont encore au chômage partiel. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas repris une activité à 100%, et donc leurs revenus sont impactés par la crise actuelle. Et ce qui change par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes, c'est qu'on va retrouver ici des villes qui faisaient partie les années précédentes de un peu nos stars, où ça marchait très bien, avec une demande qui était extrêmement forte. Et donc, à l'image d'une ville comme par exemple Toulouse, avec une industrie qui est portée évidemment par l'aéronautique, où aujourd'hui vous avez encore plus de 17% des salariés qui sont au chômage partiel, et donc qui sont exclus, j'ai envie de dire, un peu du crédit, et donc du marché de l'immobilier. Vous retrouvez aussi des villes comme Lyon, comme Villeurbanne, et un peu, ou encore Nantes, qui sont des villes qui finalement sont en risque aujourd'hui. Alors, elles ont encore un réservoir de demande, évidemment, parce que c'était extrêmement dynamique ces dernières années, mais plus la reprise se fait attendre, plus ces villes-là vont être en risque, avec un marché de l'immobilier qui pourrait vraiment être plus compliqué. Ça, c'était d'un point de vue de l'emploi et d'un point de vue du crédit. Aussi des petites choses qui font que la demande va s'éroder, notamment par le comportement des banques qui sont un peu plus prudentes. Est-ce que, Sandrine, vous pouvez nous expliquer? Tout à fait. On a finalement un socle d'emprunteurs potentiels qui se réduit. Alors, je vais vous détailler ça, je vais vous expliquer les raisons. Tout d'abord, on part d'un constat, c'est qu'on a des refus de prêts qui ont doublé en un an. Aujourd'hui, le taux de refus, c'est les dossiers, donc les dossiers refusés parmi ceux qu'on a envoyés à la banque, c'est 10,7%
alors que c'était que 5,5% il y a un an. Alors la bonne nouvelle, c'est que 90% des dossiers qu'on envoie aux banques finissent par avoir une acceptation. Parfois, au bout de 1 ou 2 refus, il y en a seulement 10% qui ne trouvent pas de crédit. Mais l'explication est simple. En fait, il y a 2 causes majeures. La première cause, elle est liée aux recommandations du Haut Conseil de stabilité financière qui dépend de Bercy. Et cette institution a formulé fin 2019 des recommandations en demandant aux banques de lever le pied un petit peu sur la production de crédit qui avait atteint des niveaux records en 2019. Et du coup, les 2 recommandations étaient pour les banques, 1, de ne pas dépasser 33% d'endettement, donc que la mensualité du crédit ne dépasse pas un tiers des revenus, et 2, de ne pas dépasser 25 années de durée de prêt. Donc ces 2 recommandations ont impacté de plein fouet à la fois les ménages modestes qui avaient tendance à soit aller sur un taux d'endettement très, très élevé pour pouvoir acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, soit aller sur des durées de prêt longues pour pouvoir emprunter davantage. Mais ça a touché aussi les investisseurs, puisque les investisseurs sont déjà propriétaires de leur résidence principale. Donc, du coup, ont souvent déjà un crédit qui les a endettés à 30% et du coup, ont du mal à en faire un second pour devenir investisseurs. Donc, ça a été le premier effet. Donc, dès la fin de l'année 2019, évidemment, à ces recommandations est venu s'ajouter le contexte économique post-confinement avec des craintes de la part des banques de récession économique, de hausse du chômage qui évidemment se révèle avérée. Et du coup, les banques se montrent plus prudentes, c'est-à-dire qu'elles ont des critères plus stricts de façon à sécuriser l'emprunteur dans son emprunt. Donc, ça se traduit de façon très claire. Les banques demandent maintenant systématiquement 10% d'apport, c'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas de prêter un montant supérieur à la valeur du bien. Et c'est normal puisque en cas de revente contrainte, ça va permettre du coup à l'emprunteur d'amortir directement la valeur du bien et pas uniquement les frais, droits de mutation, etc. Donc c'est vrai que certains emprunteurs qui l'année dernière, donc en 2019, pouvaient emprunter sur 30 ans sans apport et à 35% d'endettement, ceux-là sont exclus du crédit. Ce qui est un peu embêtant, c'est que ça concerne également des ménages avec un reste à vivre suffisant qui pourraient donc emprunter à 35% d'endettement et qui aujourd'hui voient leur crédit refusé. Donc, je le disais, on est passé donc de 5,5% de taux de refus à 6,6% en milieu d'année 2020. Et là, on est à 10,7% à fin août, donc un taux de refus qui a quasiment doublé et qui touche principalement les primo-accédants. C'est 37% des dossiers refusés, souvent parce qu'ils ont peu d'apport. Ils ont en moyenne 6% d'apport, donc ce n'est pas suffisant, ça entraîne un refus. Et 26% des dossiers refusés sont des investisseurs locatifs. Mais c'est là que c'est un peu paradoxal, c'est que finalement, on est aujourd'hui dans un marché un peu à 2 vitesses, entre ceux qui peuvent emprunter et le font toujours à des taux records, puisque les taux de crédit restent extrêmement attractifs, et ceux qui voient leur crédit refusé. Donc, on a vraiment un peu cette dichotomie sur le marché et qui est aujourd'hui problématique. Et c'est vrai qu'autant en 2008, on était en pleine crise bancaire, les banques ne prêtaient plus, les taux étaient à plus de 5%, autant là, les banques veulent toujours prêter, et à des taux extrêmement bas. Donc, on a en fait une très forte concurrence entre les banques, une concurrence interbancaire sur ces profils qui répondent aux critères du Haut Conseil, qui sont évidemment moins nombreux que l'ensemble des emprunteurs potentiels. Donc, les banques se battent pour prêter à ces profils-là et c'est ce qui tire les taux vers le bas. Mais il ne faut pas oublier que de toute façon, le crédit immobilier, c'est quand même pour les banques le meilleur moyen de capter des nouveaux clients. Donc, elles veulent encore prêter. On n'est pas dans une crise bancaire, on n'est pas dans une crise du crédit. On est dans une crise économique et des banques plus prudentes. Et ça se ressent donc le fait que les banques veulent encore prêter dans les taux de crédit actuels, puisque par exemple sur 20 ans, et je vous laisserai lire les autres taux, on emprunte en moyenne à 1,30%, mais avec un excellent dossier, on peut encore emprunter à moins de 1%. En revanche, si on a un dossier un peu moyen, ce sera du 1,80 ou un refus. Donc c'est en cela que je parle vraiment de marché à 2 vitesses. Mais dès lors qu'on répond aux critères demandés par les banques, on a évidemment tout intérêt à acheter. Et récemment, nous avons sorti avec Meilleurs Agents la semaine dernière une étude qui montre que finalement, dans plus de 70 villes de plus de 30 000 habitants, donc des villes quand même attractives, on peut avoir une plus grande surface en devenant propriétaire qu'en restant locataire. Donc, pour un même montant mensuel, qui peut soit correspondre à un loyer, soit une mensualité, la surface sera plus importante lors de l'achat immobilier. Donc, on sent bien quand même qu'il y a toujours cet intérêt de devenir propriétaire grâce à ce niveau de taux-là, à condition de pouvoir le faire. Et alors certes, on rentre
peut-être et sans doute dans une crise économique qui peut durer. Et donc, on pourrait penser que c'est une erreur de conseiller aux gens d'acheter, mais il est parfois moins risqué, et même la plupart du temps, d'acheter que de louer. Pourquoi? Parce que les banques prévoient la possibilité de moduler ces échéances de prêt. Et elles l'ont d'ailleurs démontré pendant ce confinement, puisque beaucoup d'emprunteurs ont suspendu leur crédit. Il est possible pendant 6 à 12 mois de ne plus rembourser ses mensualités de prêt en cas de coup dur, alors qu'évidemment, c'est impossible avec un loyer. Alors, une fois qu'on dit ça, évidemment, tout le monde veut emprunter. Non, le marché reste très dynamique, hein. L'immobilier apparaît vraiment actuellement comme une valeur refuge. C'est un moyen de sécuriser son avenir, de préparer sa retraite. Bon, vous savez vous-même qui regardez ce webinaire, vous savez bien ça, puisque vous avez vous-même un grand intérêt pour l'immobilier. Alors, comment emprunter malgré tout, malgré le contexte? Quels conseils on peut donner pour voir son dossier accepté par les banques et faire partie des 90%? Alors, le profil idéal, évidemment, pour les banques, c'est être en couple, puisque ça sécurise. Si un est au chômage, l'autre pourra continuer à rembourser. Avoir plus de 5 000 € de revenus si possible, voire même plus de 8 000 € à Paris, en Ile-de-France. Acheter plutôt sa résidence principale, sans crédit en cours et avec 20% d'apport. Alors, évidemment, vous ne vous êtes peut-être pas retrouvé dans ce profil idyllique. C'est bien normal, puisqu'ils sont quand même très rares. Donc, si vous n'avez pas ce profil-là, il existe des solutions pour emprunter quand même. Je vous le rappelle, pour les banques, le crédit immobilier est un produit d'appel. Elles ont besoin du crédit pour capter de nouveaux clients. Leur intérêt, c'est de prêter, mais en respectant évidemment quand même des critères de risque limités. Alors, comment emprunter dans les conditions actuelles? La première chose, donc, c'est d'avoir de l'apport personnel, 10% si possible. Donc là, si vous n'avez pas ça, montrez au moins que vous avez la capacité de mettre de l'argent de côté 2 à 3 mois, 2 à 300 € et 2 à 3 mois avant de faire votre demande de prêt. Ça démontrera que déjà, en remboursant un loyer, vous n'êtes pas étranglé. Ça pourrait encourager la banque à vous accorder le crédit. Sinon, le mieux, c'est de rassembler quand même les 10% d'apport en faisant appel à l'aide familiale. Hein. Il est possible de donner une somme qui correspond à ses revenus, si je puis dire, si elle est en adéquation à Noël ou pour des anniversaires, sans avoir de charges fiscales. Donc, l'aide familiale peut être un moyen de compléter ou d'augmenter son apport. 5 à 10 000 € peuvent faire souvent la différence. Si vous avez des crédits en cours, comme un crédit auto, un crédit à la conso, ça peut vraiment venir gréver votre capacité d'emprunt. Vous allez beaucoup plus vite dépasser les 33% d'endettement parce que même s'il vous reste que 3 ans à rembourser, la banque va faire comme si vous devez le rembourser pendant encore 25 ans. Donc, il vaut mieux parfois consacrer 7 000 € à rembourser son crédit. Ça vous permettra d'emprunter davantage ou d'avoir un accord puisque vous resterez sous les 33% d'endettement. Si vraiment vous avez beaucoup de crédits en cours, il faut faire un regroupement de crédits. Ça permet de regrouper en une seule mensualité vos crédits conso, auto, immobilier, en allongeant la durée. Donc, ça va faire baisser sensiblement l'endettement. Et une fois que vos comptes sont nettoyés, on peut après faire un investissement immobilier. Alors, on parle souvent des 33% d'endettement, mais certaines banques utilisent la marge de flexibilité qui est laissée par le Haut Conseil de stabilité financière et peuvent encore prêter à 35, 36, voire 38% d'endettement, notamment en primo-accédant. Donc, il faut aller voir plusieurs banques. Vous pouvez très bien avoir un refus dans une banque et un accord dans une autre. Nous, c'est notre travail de courtier de savoir comment on va pouvoir faire passer votre dossier plutôt dans une banque que dans une autre. Enfin, il y a d'autres solutions encore, comme les crédits à mensualité progressive. Des banques sont en train de ressortir ce type de crédit où vous partez en fait avec une mensualité plus faible, de l'ordre de 100, 150 € de moins pour un crédit de 250 000 € et la mensualité va augmenter de 1% par an parce que la banque compte sur le fait que vous allez avoir des augmentations de salaire. Et enfin, si vous êtes déjà propriétaire, vous pouvez utiliser un bien que vous avez déjà en garantie comme levier pour refaire un crédit. Et là, la banque sera plus flexible aussi. Donc, il existe des solutions, même s'il est actuellement plus compliqué d'emprunter. Voilà, on peut encore trouver des solutions pour vous aider à obtenir votre crédit. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Alors, et donc dernière partie, rapidement sur donc, nos perspectives dans ce marché qui est évidemment particulier. Ce qu'on envisage est à peu près certain, c'est qu'on va rentrer dans une nouvelle ère pour le marché immobilier français, une nouvelle ère puisque les prix qui ont augmenté depuis 5 ans, a priori ça va s'arrêter puisque sous l'effet de la demande qui va s'éroder au fur et à mesure avec un marché de l'emploi qui se retrouve affaibli par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a encore quelques mois. Cependant,
c'est pas le chaos, c'est pas la crise. On n'attend pas un effondrement de prix. Très clairement, on n'attend pas du tout un effondrement de prix. On envisage plutôt une grande stabilisation des prix, puisque, comme Sandrine l'a expliqué, les taux vont rester favorables et seront accessibles aux meilleurs profils d'emprunteurs, mais les taux vont rester bas et ce qui permettra du coup de soutenir quand même un certain pouvoir d'achat et des prix au niveau tel qu'on les connaît. Le troisième point, c'est que par rapport à avant, c'est vrai que nos grandes villes françaises qui avaient des augmentations de prix qui étaient assez incroyables ces dernières années. Je pense notamment à des villes comme Lyon, qui pouvaient prendre presque 10% par an, des villes comme Nantes aussi, Paris qui n'était pas en reste. Tout ça, ces grandes villes finalement qui tiraient le marché français, elles vont caler. Elles vont caler. Aujourd'hui, il y a encore un excédent de demande qui existe et elles peuvent absorber le choc qui arrive. Mais plus la reprise se fait attendre, plus ces grandes métropoles, eh ben, elles vont se retrouver exposées. Et ça, c'est évidemment une nouveauté par rapport au marché qu'on avait pu connaître avant. Et enfin, est-ce qu'on va vers un changement structurel de la demande? Donc ça, c'est les questions un peu favorites en ce moment. Est-ce que les Parisiens, est-ce que les Lyonnais vont quitter les grands centres urbains pour aller s'installer au vert, profiter du télétravail, etc. C'est des choses évidemment qu'on va suivre, sans doute ensemble avec Sandrine dans les prochains mois. C'est des questions qui sont très intéressantes. Pour l'instant, on ne le voit pas concrètement dans les chiffres, mais pourquoi pas avec plus de télétravail, plus de flexibilité dans l'organisation du monde du travail. C'est peut-être des choses qui se passeront. Voilà, et donc, exercice très particulier cette année. Donc, on fait à chaque fois essayer de donner sur les 10 plus grandes villes de France et sur l'ensemble du territoire une direction sur le marché. Donc, c'est évidemment très particulier et on prend d'énormes pincettes pour donner ce chiffre. Ce qu'on envisage sur les 12 prochains mois, c'est vraiment une phase de stabilisation des prix et donc des prix en France en légère baisse de l'ordre de 1%, ce qui est encore une fois en rupture par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Et si on décline ça sur les 10 grandes villes de France, compte tenu des différents atouts que chaque ville possède, une ville comme Lille apparaît comme une ville où la résilience face aux problèmes qui s'annoncent semble les plus élevés, la plus élevée, compte tenu du fait qu'à Lille, les prix sont encore très accessibles pour les Lillois, qui offrent un pouvoir d'achat qui est très bon. C'est très intéressant d'acheter à Lille en ce moment. Et mine de rien, économiquement, une ville comme Lille a beaucoup moins souffert et souffre beaucoup moins de l'impact de la crise sanitaire et donc la demande est moins affectée. Et donc ce qu'on imagine à Lille, c'est des prix qui pourraient encore augmenter d'ici les 12 prochains mois de l'ordre de 2 à 4%. Et à l'inverse, des villes comme Montpellier et Nice, c'est des villes où l'emploi a pas mal souffert, risque de souffrir encore un peu plus compte tenu de l'économie de ces villes-là, avec des prix qui devraient légèrement baisser sur les 12 prochains mois. Et ensuite, entre ces deux, au milieu, on va dire, de ce classement, les prix devraient rester stables dans la plupart des grandes villes de France. Donc, encore une fois, c'est pas on ne prévoit pas du tout un effondrement de prix, mais vraiment plutôt une rupture par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. C'est vraiment ce mot-là qu'il faut retenir, pas d'effondrement, mais plutôt une rupture dans la dynamique. Du coup, dans ce contexte, comment est-ce que Meilleurs Agents peut vous aider? Yorick, la parole est à toi. Oui, donc c'est vrai que dans ce contexte un petit peu de doute, chacun s'interroge un petit peu sur la valeur de son bien. Quand on a un projet de vente, on ne sait pas forcément qui aller voir, à qui s'adresser. Et donc, nous avons un service chez Meilleurs Agents qui vous permet d'être accompagné du début jusqu'à la fin dans votre projet de vente. Alors, qu'est-ce que c'est en quelques mots le service Meilleurs Agents? C'est un service d'accompagnement à la vente entièrement gratuit qui permet d'être en relation avec un conseiller qui va vous donner de l'info déjà sur ce qui a été vendu récemment autour de chez vous, de l'info sur les agences qui ont vendu récemment autour de chez vous et du conseil adapté à votre projet afin que vous puissiez tout simplement réaliser la plus belle vente possible. Alors, quelques chiffres clés. Le service existe depuis vraiment la création de Meilleurs Agents, depuis 12 ans maintenant. Donc, c'est vraiment le cœur de métier de Meilleurs Agents. Rien que sur l'année 2019, ce sont 1648 ventes qui ont été réalisées
via notre service d'accompagnement et autant de propriétaires qui ont été accompagnés via 36 conseillers qui sont donc spécialisés vraiment chacun par région et qui sont là pour répondre à vos questions et vous accompagner de A à Z. Voilà. Alors, comment ça se passe ce service? Tout va démarrer en fait sur l'estimation que vous allez faire en ligne. Vous connaissez certainement le principe, vous allez rentrer votre adresse, la surface de votre bien et quelques informations finalement assez succinctes. Et l'outil va générer un prix médian avec une fourchette basse, une fourchette haute, en fonction des ventes qui ont été réalisées récemment autour de chez vous. De là, un conseiller comme moi va prendre contact avec vous. L'idée, c'est déjà dans un premier temps de vous donner un petit peu d'informations sur la façon dont l'outil a fonctionné pour arriver à ce prix-là, vous donner de l'information sur les ventes autour de chez vous qui ont eu lieu et sur les agences aussi qui ont réalisé ces ventes. Donc, c'est vraiment vous donner déjà un peu d'informations. Ça, c'est vraiment la première vocation du service. Ensuite, échanger avec vous sur votre projet. Qu'est-ce qui vous amène à faire l'estimation et à partir de là, déjà, vous donner quelques petits conseils pour anticiper la vente à venir. Donc, la prochaine étape, ça va être vraiment l'estimation physique. Il y a quelque chose dont on est vraiment convaincu chez Meilleures Agences, c'est que l'estimation en ligne, c'est bien, mais malheureusement, malgré tous les moyens qu'on met, c'est pas suffisant. Et l'estimation physique est tout simplement une étape indispensable, on en est vraiment persuadé, avant le lancement d'une vente. Pourquoi? Parce que, un exemple un peu, un peu bête, on peut être au même endroit d'une rue, dans la même résidence, au même numéro, mais entre un rez-de-chaussée qui a été vendu il y a 3 mois, totalement à rénover, et votre appartement qui est au même endroit, mais c'est un 4e étage refait à neuf avec une vue dégagée, on est au même endroit, dans la même résidence, mais pourtant, le prix au mètre carré sera totalement différent, et ça, l'outil ne peut pas tout le temps le prendre en compte. Donc, c'est vraiment important de faire déplacer des agences, et l'idée, c'est vraiment de dire au propriétaire qui veut vendre, tiens, telle agence a vendu un bien à peu près comme le vôtre il y a 1 mois, forcément, elle va être bien placée pour vous faire une estimation juste. Donc, le rôle du conseiller, c'est de centraliser vraiment vos démarches, de vous faciliter un petit peu la tâche et de vous organiser un rendez-vous d'estimation entièrement gratuit avec les 3 meilleures agences de votre secteur. Généralement, on en fait déplacer 3 pour vous donner quelques points de comparaison aussi. Et donc, on organise ça sur un créneau que vous nous communiquez. Le service est entièrement gratuit. L'agence passe, vous remet une estimation et derrière, libre à vous, suivant le feeling, de donner suite à cette agence. Il n'y a évidemment aucune obligation. Si une de ces agences attire votre attention, vous allez lui confier un mandat de vente. Donc, elle va travailler sur votre bien, effectuer quelques visites et jusqu'à le moment tant attendu de la signature du compromis, puis de l'acte authentique. Voilà, sachant que même quand le mandat est signé, on est toujours là, nous les conseillers, pour vérifier que tout se passe bien, qu'il y ait bien des visites, on ne disparaît pas. Et c'est vraiment un accompagnement de A, de l'estimation jusqu'à Z, la signature de l'acte authentique avec l'acheteur. Donc, au final, en quelques lignes, quels sont les bénéfices du service? C'est un tiers de confiance qui vous donne du conseil, de l'info sur l'état de votre marché, qui va vous recommander les bonnes agences de votre secteur, qui va organiser un rendez-vous d'estimation pour vous et un service qui est totalement gratuit du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter. On est là, on est prêt, motivé et on fera en sorte de vous accompagner du mieux possible. Merci Yorick, c'est la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Une fois que vous allez fermer ce webinaire, on va vous proposer de répondre à un questionnaire. Pour qu'on s'améliore les prochaines fois, n'hésitez pas à nous faire part de tous vos commentaires. Je vous remercie. Merci à Sandrine et merci à Yorick pour votre participation. À très bientôt. Au revoir.